Francisco de Oliveira, délégué du préfet Maubeuge. Bonjour, bienvenue à tous. On attend encore une petite minute de laisser rentrer les derniers participants, puis on va démarrer. Merci beaucoup. Donc, Jamila de la Tour d'Auvergne de Chenon aussi, élue à Chenon. Bonjour. C'était Jeannequin, chef de projet, c'était éducatif Tourcoing. Je vais profiter pour dire bonjour à mes collègues de Chenauve, puisque Christophe Bourse, conseiller technique du rectorat de Dijon, nouvellement nommé. Je suis en charge de l'éducation prioritaire, donc on va être amené à se rencontrer, mesdames. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Enchanté. Bon, je vois qu'il n'y a plus trop de monde dans la salle d'attente, donc on va démarrer. Hop. Donc, est-ce que, oui, si tout le monde m'entend, j'avais un doute, j'ai cru que mon micro avait coupé, pardon. Ok. Donc, bienvenue déjà. Je vous adresse tout d'abord au nom de toute l'équipe de la coordination nationale des cités éducatives tous nos vœux pour cette nouvelle année, que nous espérons plus sereine, mais tout aussi motivante que la précédente. Je suis Suzy Chevet, je suis chef de projet cité éducative au sein de la coordination nationale. Je suis accompagnée dans l'organisation et l'animation de ce forum, notamment par Anna Abadi et Pauline Sansonnier, notre équipe, que je remercie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième édition du forum. Alors, pour info, l'ensemble de la séance est enregistrée et sera disponible en replay, je le précise. Je vais d'abord me permettre, au travers d'un petit mot d'introduction, de vous rappeler le principe du forum et puis de revenir très succinctement sur le précédent forum du 4 novembre 2020. Et après, je laisserai la place aux différents intervenants. Donc, le forum, qu'est-ce que c'est? C'est un temps assez libre de présentation et d'échange qui a vocation à vous présenter en fait les initiatives nationales que vous pouvez mobiliser, notamment pour consolider et enrichir vos plans d'action. Donc, c'est très varié, hein, le format que ça peut prendre, aussi bien sur des programmes que des appels à projets, enfin, il y a beaucoup de choses. Ces initiatives, c'est une sorte en fait, de compilation de l'offre de services disponible, en parallèle notamment de la dynamique des groupes pilotes thématiques. Mais par contre, ce n'est pas le sujet, les groupes pilotes thématiques ici, hein, pour bien différencier quand même les deux. Là, on est sur des choses plus ponctuelles, plus spécifiques, plus individuelles. Voilà. Tout au long de ce forum, chaque partenaire va présenter pendant une dizaine de minutes son initiative. Vous aurez ensuite la possibilité de lui poser vos questions. On vous invite à le faire par écrit sur le chat. En fait, nous, après, on va s'occuper de les relayer en direct aux intervenants qui, comme ça, vont y répondre. Donc voilà, mais on vous invite quand même à privilégier plutôt l'écrit et sinon à lever la main, normalement à l'aide du petit clic là, qui doit être disponible quelque part. Dans le cas où les questions posées, enfin, on n'a pas le temps de répondre, notamment, il y aurait trop de questions au regard du temps imparti, ne vous inquiétez pas, on collecte toutes les questions et on y répond après par écrit avec l'envoi du replay. Donc, normalement, il y aura une réponse à chaque question. Quelques petits points d'actu maintenant et de rappel, notamment par rapport au précédent forum qui s'était tenu le 4 novembre 2020. Donc déjà, l'Agence des quartiers, notre partenariat avec eux, c'est sur la base donc, de reportages en fait, sur les cités éducatives. Il y a encore des places disponibles en fait. C'est des reportages dont vous pouvez en voir notamment sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez solliciter, qui sont pris en charge par la NCT et donc qui sont réalisés par l'Agence des quartiers. Donc vous pouvez retrouver les infos déjà dans le précédent replay et surtout, vous n'hésitez pas à nous contacter sur la boîte aux lettres canal cité éducative anct.gouv.fr. Normalement, elle va apparaître dans quelques instants, cette adresse dans le chat, donc vous allez le voir arriver. Voilà, donc il ne faudra pas hésiter à nous solliciter si jamais ça vous intéresse. Il y a encore des places, des reportages peuvent encore être réalisés. Je ne sais pas, peut-être, déjà, si sur l'Agence des quartiers, il y a peut-être des questions en plus, je peux en prendre quelques-unes. Je vais ouvrir le chat. Non, pour l'instant, je n'en vois pas. Donc, je vais continuer, mais il ne faudra donc pas hésiter. Hop, je vais vous mettre l'adresse. Voilà. Hop. Si jamais ça vous intéresse, que vous souhaitez en bénéficier. Ensuite, l'association d'une langue à l'autre du Lala, qui était également présente au dernier forum. Il y a plusieurs acteurs de différentes cités éducatives qui sont déjà investis suite à ce forum dans le déploiement de l'Exilala, qui est une plateforme numérique plurilingue pour faciliter la communication
Pardon, j'ai loupé une petite Oui. main levée. Pardon. Sébastien, vous êtes parmi nous? Oui, bonjour, excusez-moi. Bonjour. C'est juste parce que dans le chat, j'ai bien la lecture, mais je ne peux pas écrire. Je ne sais pas. mince. La discussion a été désactivée par l'autre, donc je ne sais pas si c'est normal Ah, que c'est pour ennuyeux, moi. ça. Non, je Ah oui, confirme, moi aussi, j'ai pas pu le faire. Ah, c'est très, très ennuyeux parce que si je voulais poser vos questions dans le chat, ça va. Alors, attendez. C'est pour ça que je me permets. Mais bon. Ah bah oui, tout à fait. Ce serait très gênant. Alors, excusez-moi, je vais juste essayer de trouver information. Mince, c'est très ennuyeux. Ah, est-ce que peut-être cette fois c'est bon? Non. Non, toujours pas? Non. Non. Bonjour, c'est Pierre-Louis. Je crois qu'il y a un petit bouton quand on clique sur le chat avec 3 petits points. Et là, je crois que vous avez les options d'admin pour activer. Il me semble de mémoire. Voilà, ça y est. Ok, merci. Je suis désolée. Merci beaucoup, Pierre-Louis. Parce que ça aurait été très ennuyeux pour poser les questions dans le chat. Je suis désolée pour ce petit coin qu'on n'avait pas vu. Il y a des... Voilà. Donc, on commence sur la médiation numérique en avance. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Donc, je vais peut-être laisser une petite... Voilà, suite à la présentation de l'Agence des quartiers, si jamais vous avez des questions, normalement, c'est bon, vous pouvez les écrire. Je suis désolée pour le... Yes, il arrive. Merci. Ok, super. Top. Donc, dans ces cas-là, je vais poursuivre sur l'association d'une langue à l'autre du Lala. Donc, je parlais du Lexilala. Voilà, donc c'est une plateforme numérique plurilingue pour faciliter la communication entre les familles, dont le français n'est pas la langue première, et les structures éducatives notamment. Donc, actuellement, du Lala apporte son soutien dans l'essaimage de projets de territoire qui sont ouverts aux langues. L'association, en fait, prend en compte les spécificités de chaque territoire et adapte l'action à leurs besoins. Et c'est basé sur les équipes locales. On n'est pas sur... Duala, ce n'est pas une association de territoire, mais elle outille les acteurs. Et il s'avère que si jamais vous souhaitez développer des projets de territoire ouverts aux langues, du côté de la NCT, on a quelques tout petits cofinancements disponibles, exceptionnellement. Donc, si jamais ça pouvait vous intéresser d'être accompagné par Duala, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur la boîte aux lettres Cité éducative. On va vous la remettre aussi dans le chat dans quelques instants. Voilà, pour avoir plus d'informations sur ça, peut-être voir si vous pouvez bénéficier de ces petits cofinancements disponibles. Voilà, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je vais réécrire alors le nom de l'association. Eric, ça va? Et toi? Je vais te voir. On va faire des travaux à la mairie, et entre autres les sanitaires. Donc, ça va impacter, si tu veux, au niveau du... Okay. Je vois, s'il y a des petites questions, allez-y maintenant sur du Lala, n'hésitez pas soit à les poser dans le chat, soit à lever la main. Je vais essayer de mieux voir les mains qui se lèvent, mais n'hésitez pas. Du côté de l'équipe de l'Agence des quartiers, alors je ne sais pas si l'Agence des quartiers de Reims est déjà ouverte. Je ne saurais pas vous répondre ça. Il y a une réponse qui arrive. Alors, la question, cela consiste en quoi? Je ne suis pas sûre si c'est sur Duala ou sur l'Agence des quartiers, par contre, de Madame Lenoir. Par rapport à l'association Duala, par rapport à la plateforme. Merci. D'accord. Ok. Donc, la plateforme, c'est une plateforme, en fait, qui vise à traduire notamment des expressions de tous les jours qui sont particulièrement utiles dans le milieu éducatif et donc dont se servent en particulier les personnels, enfin, les éducateurs, que ce soit en crèche ou en petite enfance, en particulier pour communiquer avec les parents. Et donc, vous saisissez, par exemple, signer le carnet de liaison et ils vont tout de suite donner des images et des traductions dans plusieurs langues. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment des projets sur les langues. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si ça vous intéresse. On vous mettra déjà en relation avec l'association et puis nous, voilà, on essaiera de vous aider aussi. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Comme je vois l'heure qui passe, par contre, je me permets d'avancer sur le dernier petit point que je voulais évoquer. L'action Biblionef, lors de la sortie du premier confinement, on avait donc 30 cités éducatives qui avaient bénéficié d'une dotation de 1000 livres chacune. L'opération a été étendue à l'ensemble des 50 autres cités. Elle ne concerne par contre donc que les cités éducatives qui n'ont pas encore reçu cette dotation. Si c'est le cas que vous n'avez pas encore reçu, n'hésitez pas à nous contacter par le biais de la boîte aux lettres Cité éducative. On va également vous remettre là dans le chat le formulaire d'inscription pour recevoir cette dotation. Et vous inquiétez pas, ça, on fait régulièrement des rappels pour vous redonner les éléments, etc.
N'oubliez pas non plus, si vous avez reçu la dotation, de nous envoyer les bilans. Il y a les documents de bilan quand même à renvoyer, c'est une petite page. Et si vous avez des photos ou des articles de presse qui paraissent sur votre territoire à ce sujet, on est vraiment preneur aussi des retours, ça nous intéresse. Et n'hésitez pas, pourquoi pas, à compléter ça par un petit article sur la page dédiée à votre cité éducative sur notre site officiel partagé. Donc, est-ce qu'il y a peut-être quelques questions sur Biblionef avant que je donne la parole à M. Roll? Je ne vois pas plus de questions dans le chat immédiatement. Donc, je vais accueillir notre premier intervenant. Je vais peut-être retirer le PowerPoint. Monsieur Roll, donc vous étiez parmi nous. Oui, bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous. Je vais peut-être donc vous laisser vous présenter et puis nous présenter un peu l'activité autour des questions numériques de l'agence. Oui, merci beaucoup Suzy, puis merci aux collègues de l'ANCT pour l'invitation. Alors, comme on a un temps assez court de présentation, puis 10 minutes d'échange, je n'ai pas prévu de PowerPoint pour ma présentation, mais je vais vous mettre les liens que je vais évoquer dans le chat au fil de l'eau. Donc moi, je suis Pierre-Louis Roll, je travaille aussi à l'ANCT, où je dirige le programme Société numérique, qui met en œuvre la stratégie nationale pour un numérique inclusif, le programme Nouveau lieu, nouveau lien sur le soutien aux tiers-lieux et la mission incubateur de services numériques qui met en place des services publics numériques et qui vient d'être lancée. Donc sur la partie société numérique et la stratégie inclusion numérique, on a 3 actions principales. La première est d'outiller les collectivités territoriales pour qu'elles puissent faire des actions de médiation numérique et mettre en place des stratégies locales pour l'inclusion numérique. D'outiller, donc ça passe par des expérimentations avec elles, ça passe par du soutien financier, notamment par le déploiement du pass numérique sur lequel je reviendrai plus tard. On travaille à l'outillage également des aidants qui sont en première ligne pour accompagner les personnes en difficulté face au numérique. Donc, c'est à la fois soutenir les parcours de formation des aidants. Donc, quand je dis aidant, ça va du travailleur social jusqu'à l'agent d'accueil en mairie, en passant par le médiateur numérique. Notamment, on lance un service public numérique au sein de l'incubateur qui s'appelle Aidant Connect, qui va permettre de faire des démarches à la place d'un tiers dans un cadre sécurisé juridiquement et techniquement, sans avoir à redonner les mots de passe, stocker des données personnelles, etc., de façon très simple pour l'aidant. Et enfin, on travaille à la structuration des réseaux de médiation numérique, avec notamment le concours de la Banque des territoires qui finance ce qu'on appelle les hubs territoriaux pour un numérique inclusif, qui sont des structures, des consortiums avec des coopératives, des associations de l'éducation populaire et de la médiation numérique, des collectivités territoriales, et qui viennent en appui aux services de l'État, qui viennent en appui aux collectivités, qui viennent en appui aux acteurs de terrain pour mettre en place des actions de médiation numérique et de formation. Et donc ça peut être des interlocuteurs assez pertinents pour vous sur tout ce qui est action d'inclusion numérique. Donc, quand je parle d'inclusion numérique, l'objectif du gouvernement dans une politique publique d'inclusion numérique, ce n'est pas simplement être la voiture-balai de la dématérialisation des services publics, même si c'est quelque chose de très important, puisqu'on a aujourd'hui des effets de bord en termes d'accès aux droits, d'exclusion diverses et variées, dues soit à l'isolement, soit à l'incapacité d'avoir accès aux services publics. Et donc ça, c'est une de nos actions prioritaires de remédier à cela en lien avec tous les services de l'État compétents. Mais l'objectif, c'est bien une montée en compétences numériques de toute la population. Et c'est de permettre à chacun d'acquérir des nouvelles compétences, que ce soit pour des pratiques professionnelles, des pratiques culturelles, avoir un regard critique aussi sur le numérique, avec un volet assumé quelque part d'éducation civique au numérique, et bien sûr toutes les compétences de base nécessaires pour pouvoir faire des démarches, rechercher un emploi, etc. Donc l'idée, pardon, je vois qu'il y a déjà des questions qui arrivent. L'idée, c'est bien d'agir sur tous les maillons de la chaîne, de l'accompagnement jusqu'à l'acquisition de nouvelles compétences. Donc, ce matin, je voudrais revenir particulièrement sur 2 mesures, puisque on a la lourde tâche de mettre en œuvre le volet inclusion numérique du plan de relance, sur lequel il y a 250 millions d'euros qui sont affectés. C'est la première fois qu'on met autant d'argent sur l'inclusion numérique, qui est aujourd'hui, selon nous, un vrai problème public. Et la première mesure
qui est annoncée et qui vous concerne particulièrement, c'est celle des conseillers numériques. L'objectif, c'est de dire que si on doit former les gens au numérique, si on doit remédier aux situations d'exclusion créées par le numérique, il faut qu'on remette de l'humain. Il faut qu'on ait des personnes qui fassent cette formation, qui fassent cet accompagnement au numérique, qui démystifient le numérique. Et donc, on va procéder au soutien à la formation et au recrutement de 4000 médiateurs numériques. Je crois qu'il y a quelqu'un au téléphone qui n'a pas coupé son micro. J'étais en visioconférence, mais la première partie m'intéresse. Ah bah je suis content en plus, si la première partie est intéressante. Donc je disais, on va recruter 4000 personnes. L'objectif, donc ça c'est le dispositif conseiller numérique, je vous mets les liens dans le chat. Sont éligibles au recrutement de ces personnes sont les collectivités territoriales, les associations de médiation numérique et les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui accueillent des publics. Pour l'instant, on se concentre sur le portage de contrats par les collectivités territoriales. Dans les prochains mois, il y a une circulaire au préfet qui est en cours de signature depuis une semaine, qui devrait bientôt sortir pour préciser tout ça. Mais on a déjà lancé une plateforme sur laquelle peuvent se renseigner les candidats et peuvent se renseigner les collectivités territoriales et les autres structures qui souhaiteraient porter des conseillers. Et ensuite, on va procéder à une mise en cohérence territoriale des différentes candidatures de structures pour s'assurer que potentiellement tout le territoire d'un département soit bien couvert et la plateforme mettra en relation directement les candidats avec les structures recruteuses pour permettre aux collectivités de recruter directement les personnes concernées. De notre côté, on va subventionner à hauteur d'un SMIC pendant 2 ans. Donc, c'est une subvention de 50 000 € pour les collectivités territoriales en métropole pour recruter la personne. On prendra en charge également la formation. On vise un titre professionnel certifiant. L'idée, c'est que chacun reparte avec une qualification et une certification à l'issue de cette expérience professionnelle qui interviendra en amont de la prise de poste. Donc là, pour l'instant, on a déjà 12 000 candidats sur la plateforme qu'on a lancée juste avant les vacances de Noël. On a 1000 collectivités et 600 associations qui se sont signalées. Et là, on est en train de procéder au diagnostic territorial avant de lancer les premières phases de recrutement, de subvention et d'entrée en formation professionnelle. Il sera assez important de veiller ensuite aux missions que vont remplir ces conseillers numériques. Je vous ai donné dans le deuxième lien le périmètre d'action de ces conseillers numériques qui est assez large, qui traite vraiment toutes les actions du numérique du quotidien. Et je pense qu'avec tous les acteurs qui sont réunis aujourd'hui, il y aura une discussion à avoir sur les publics qui accueilleront au local ces conseillers numériques, sur les permanences qu'ils peuvent réaliser en différentes structures. L'idée, nous, on ne demande pas à ce qu'ils restent immobiles dans un seul lieu. Il sera très important qu'ils puissent aller faire des permanences dans les France Services, qu'ils puissent aller faire des permanences aussi dans des associations liées à d'autres activités du périscolaire, de la parentalité, etc. Donc, il y a vraiment tout un panel d'actions à inventer au local. Nous, le principe, ce n'est pas de décider depuis Paris ce que vont faire ces 4000 personnes, c'est vraiment des projets de territoire qui vont être construits avec les collectivités qui porteront les contrats, je le rappelle. Donc là, le process est lancé. N'hésitez pas à faire connaître le dispositif, notamment aux candidats potentiels. Je pense que là, il y a un levier assez intéressant. Il y a une question sur les conseillers numériques émaneront-ils des QPV. Nous, on va particulièrement veiller à essayer de susciter des candidatures, notamment issues des QPV. Au-delà du fait qu'on ait des conseillers numériques qui agissent prioritairement en QPV. Donc là, en termes de sourcing de candidats potentiels, ce sera important de travailler aussi ces canaux-là. J'ai mis aussi le lien vers la foire aux questions, où on a recensé pas mal de questions qu'on a eues, où vous pouvez aussi naviguer dessus pour trouver des réponses. Et je vais aussi vous mettre l'adresse mail de l'équipe. C'est assez pratique parce que là, on reçoit tous les canaux et c'est dispatché entre les différents membres de l'équipe territorialisée, donc on peut vous répondre plus rapidement que si vous m'écrivez à moi directement. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter l'équipe
sur ces différents points. Donc ça, c'est une mesure du plan de relance que l'on veut structurante. Et le deuxième dispositif sur lequel je vais être un peu plus court pour laisser un peu de temps en question, c'est celui du pass numérique. Attendez, je recherche mon écran. Je vous remets le lien. Donc là, c'est un dispositif un peu de long terme que porte l'agence. L'idée, c'est que ces conseillers numériques exercent dans des lieux et on a besoin que les personnes passent la porte de ces lieux. Et souvent, on a un double stigmate. Le lieu technologique, c'est pas pour moi, je n'y vais pas. Le lieu social, c'est pas pour moi, je n'y vais pas. Et finalement, on manque un peu toutes nos cibles sur les 13 millions de personnes qu'on estime éloignées du numérique. Et en fait, le confinement nous rend compte que c'est bien plus que ça, mais je ne reviendrai pas, faute de temps. Et donc, on avait besoin d'un outil de ciblage valorisant, et on a conçu ce dispositif qui fonctionne un peu comme un chèque déjeuner avec un chèque papier de 50 à 100 € qui donne accès à des heures de médiation numérique. Et là, les lieux peuvent se référencer auprès de l'opérateur de passe numérique pour pouvoir être contre-payés de ces chèques. Et nous, on subventionne les collectivités pour qu'elles déploient ce passe numérique pour cibler les publics, consolider économiquement les lieux de médiation numérique et permettre de cibler efficacement les différents publics. Donc là, on a lancé différents appels à projets à hauteur de 20 millions d'euros qui sont clos pour cette année, mais qu'on va réfléchir comment pour les relancer en 2021. Il y a 87 collectivités qui le déploient aujourd'hui. Alors, on avait commencé le déploiement massif à partir de février. Le confinement avec les lieux fermés, c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, les collectivités sont toujours encore en train de déployer. Donc, je vous invite à vous renseigner sur ce dispositif sur le site pour voir si des collectivités proches de chez vous déploient du pass numérique et aussi pour faire référencer les lieux et que les publics concernés puissent en être bénéficiaires. Donc, voilà rapidement deux éléments que je voulais vous présenter. J'ai plusieurs questions en privé et dans le chat sur Aidant Connect qui correspondent au troisième volet du plan de relance et la généralisation du service. On vise 20 000 aidants numériques habilités à utiliser Aidant Connect. Le site est effectivement toujours en bêta version, comme quelqu'un le fait remarquer, mais on va ouvrir le process d'habilitation à la fin du mois, où les aidants numériques, enfin les structures qui accueillent des aidants numériques pourront se référencer pour être habilités Aidant Connect. Ensuite, chacun des aidants qui se sera manifesté pourra bénéficier d'une formation à la charge de l'ANCT, d'une demi-journée en présentiel, une demi-journée en distanciel, sur l'utilisation de l'outil, le RGPD et les devoirs liés au service. Et donc ensuite, on va procéder à des vagues de labellisation par région, puisque c'est assez lourd le process de formation à mettre en place. Et donc là, habilitation à partir de fin janvier et entrée en formation courant février sur Aidant Connect, avec un objectif, voilà, on l'a expérimenté l'année dernière pendant les différentes phases de confinement, et là on passe en généralisation globale. Voilà, je regarde. Alors les candidats conseillers s'inscrivent je prends les questions un peu dans le désordre, s'inscrivent à l'adresse que j'ai mise au-dessus, un conseiller-numérique.gouv.fr, où là le conseiller, à la fois les collectivités, à la fois les candidats peuvent s'inscrire dessus. Et ensuite, on fera le matching. C'est un peu comme Parcoursup, ils font des vœux géographiques là où ils souhaitent exercer leur métier. Ensuite, c'est comme Tinder, ils vont matcher avec des collectivités territoriales pour ensuite aller passer des entretiens et être recrutés. Ensuite, autre question, financement pour équiper l'accueil des mairies. Alors ça, c'est un autre volet du plan de relance sur le soutien au développement de lieux d'inclusion numérique et développement de nouveaux points d'accès à l'inclusion numérique et développement de l'accueil en mairie. Donc ça, ce n'est pas encore annoncé par les ministres, on est encore un peu en train de travailler sur la question, mais on réfléchit effectivement avec notamment un fort volet handicap pour soutenir là-dessus, mais on est encore en train de travailler dessus et les arbitrages budgétaires ne sont pas rendus là-dessus. Voilà. Oui, il y avait une autre question sur Aidant Connect. Les modalités, voilà, ça va être précisé à la fin du mois.
Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Peut-être pour préciser ces questions de déploiement des conseillers numériques, l'appel à projet sera permanent jusqu'en 2022. Mais on va procéder à des vagues informelles pour nous permettre de faire un peu le point département par département sur l'état du déploiement. Est-ce qu'on veut vraiment être sûr qu'on n'ait pas de zone rurale, de QPV, de toute zone du territoire, de métropole et d'outre-mer qui ne disposent pas de conseillers numériques pour pouvoir faire aussi des rééquilibrages. Donc, les collectivités nous proposeront des projets de déploiement et les préfets veilleront à la cohérence territoriale. Donc, on va procéder comme ça en tâche parallèle à ces vérifications. Donc, on va éviter les effets premier arrivé, premier servi. Donc, ça sera un peu échelonné tout au long de l'année. Donc on a une question sur la mise en place d'un... Alors, excusez-moi, mais le sigle REAP m'échappe. Ah oui, Google me renseigne. Oui, tout à fait. Ça serait tout à fait... ça pourrait faire partie de ces missions, effectivement, d'intervention ponctuelle au sein d'un réseau. Et c'est également des missions qui peuvent être pensées en itinérance au sein d'une collectivité ou d'un même territoire. Par exemple, là, on signe des premiers contrats d'engagement préalable avec des collectivités territoriales et les présidents de département convoquent tous les EPCI pour réfléchir à comment placer quelques dizaines de conseillers numériques, quels vont être leur parcours là-dessus. Donc nous, on est particulièrement vigilants à bien informer les collectivités, de penser ce déploiement de conseils numériques en relation avec les autres collectivités et les associations du territoire sur ces différentes missions. Encore une petite question peut-être, je ne sais pas, non, vous avez peut-être vu l'ensemble. On a encore une petite minute pour prendre une dernière question si besoin. Sinon. Alors, j'ai une question qui vient de m'arriver en message privé, donc que personne n'a vu, qui est quel sera le profil demandé pour ces nouveaux médiateurs. Alors là, les profils sont assez divers. Nous, on cherche des gens qui ont déjà des compétences numériques de base. La formation qui va être proposée va être une formation à la médiation numérique, à la médiation sociale, à la pédagogie. Donc, ça sera pas on n'aura pas de formation de remise à niveau informatique comme dans certains dispositifs de réinsertion. Donc après, ça peut être très divers. Ça peut être des gens qui ont je sais pas, qui sont très doués en informatique et pas forcément de diplôme, des gens qui viennent de la médiation sociale, des gens qui ont un diplôme du travail social, des gens qui ont un BTS, un bac+2, un bac pro-vente. Enfin, voilà, là, on n'a pas posé d'exclusive. C'est ensuite les collectivités qui vont procéder au recrutement selon l'expérience et le profil du candidat, et si ça fit aussi si ça correspond avec les prérequis des formations qu'on propose. Donc là encore, on n'a pas posé trop d'exclusives. L'idée, c'est d'être assez ouvert sur les profils. Et on est aussi on veille à ouvrir le dispositif aux personnes qui ont déjà des expériences de médiation numérique. Il y en a beaucoup. Que ce soit dans les associations, que ce soit dans la fonction publique territoriale, où c'est un métier encore trop peu reconnu et trop peu valorisé, pour permettre aussi qu'ils puissent intégrer le dispositif. Alors, on laisse aussi la possibilité de passer des formations beaucoup plus courtes pour qu'ils puissent aussi être là-dessus en poste plus rapidement. Donc, on laisse ouvert cette possibilité-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Ensuite, le portage du dispositif. Ouais. J'allais dire, j'allais vous inviter à conclure. J'allais vous inviter à conclure parce qu'on va laisser la place après au prochain intervenant. Si vous avez encore peut-être un mot. Non, je lis juste qu'il est
quelqu'un dit qu'il est inutile de faire de la pub. Il est très utile de faire de la pub, puisque ça va être au fil de l'eau. Donc, les collectivités vont être retenues au fil de l'eau, et donc il faut faire beaucoup de pub. Au contraire, plus il y aura de collectivités, plus on va déployer. Et je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à l'adresse mail que j'ai indiquée dans le chat. Ouais. Et comme je le précisais au début, nous, on récupère toutes les questions qu'il y a dans le chat systématiquement, et enfin, notamment pour celles auxquelles on n'aurait peut-être pas répondu, il y aurait besoin de compléments, on renvoie un écrit après, en plus du replay. Donc voilà, vos questions trouveront réponse normalement, et puis on remettra bien l'adresse pour vous contacter. Je vous remercie beaucoup, Merci, M. Roll, pour votre participation. Au revoir, bonne journée et bon Bonne journée. Donc maintenant, après ce premier temps d'échange, on va vous proposer une présentation de la formation Valeurs de la République et laïcité. Pour ça, je vais inviter Perrine Simian, chef de projet animation et mise en capacité à la mission de la grande équipe de la réussite républicaine, et sa collègue Swazik Piu, chargée de projet également à la mission de la grande équipe de la réussite républicaine. Mesdames, bonjour. Est-ce que vous voulez qu'on vous mette le PowerPoint? Je ne sais plus si on a dit qu'on vous le gérait ou on vous le gère. Ah bah voilà. Bonjour, oui, volontiers. Super. Bonjour à tous. Bon, bah, on se représente peut-être pas. Suzy vient de nous présenter, et donc nous, on va vous parler effectivement de la formation Valeurs de la République et laïcité, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà d'ailleurs. À la diapo encore, la suivante. Merci. Alors, cette formation Valeurs de la République et laïcité, elle a été créée suite aux attentats de 2015 et donc elle est mise en œuvre, déployée depuis 2016. Elle s'appelle Valeurs de la République et laïcité, mais elle est vraiment centrée sur le principe de laïcité, comment il s'applique juridiquement et comment le mettre en œuvre dans sa pratique professionnelle. C'est une formation qui s'adresse prioritairement aux professionnels et prioritairement aux acteurs de terrain, c'est-à-dire les personnes qui vont travailler au contact des publics ou dans l'espace public, qu'il s'agisse d'agents publics, agents de l'État ou agents des collectivités territoriales, de salariés d'associations par exemple, ou d'autres structures, par exemple des bailleurs sociaux, ou de bénévoles associatifs. Les champs qui étaient ciblés initialement par ce plan de formation étaient plus particulièrement les champs de la politique de la ville, donc ce qui colle très bien avec la thématique des cités éducatives, également le champ de la jeunesse, donc on est toujours en plein dedans avec vous aujourd'hui, et puis le champ du sport. Donc on va s'adresser à tout type de professionnels, aussi bien des animateurs, des médiateurs sociaux, des éducateurs, des entraîneurs sportifs, des gardiens d'immeubles, des agents d'accueil ou encore des conseillers en insertion professionnelle. Et on a la possibilité de mettre en place, et même on encourage la mise en place de formations interacteurs qui vont donc s'adresser à des professionnels différents et regrouper ces professionnels d'un même territoire autour d'une formation, ce qui va pouvoir permettre de contribuer à créer des synergies entre ces professionnels. Pour nous, ça s'inscrit tout à fait dans la philosophie des cités éducatives. Donc, je vous le disais, c'est une formation qui est vraiment centrée sur le principe de laïcité. Elle vise à permettre à ces professionnels ou ces acteurs de terrain de savoir comment respecter dans leur pratique professionnelle ce principe de laïcité, savoir comment le faire respecter en échangeant, toujours dans une logique de dialogue, avec ses collègues, ses partenaires au quotidien et les publics avec lesquels ces professionnels travaillent. Il s'agit de pouvoir expliquer clairement quelles sont les règles qui s'appliquent pour faire respecter ce principe de laïcité, mais surtout d'en partager le sens. Les parties pris de cette formation sont d'une part une mise en perspective historique. On revient pas mal sur la loi de 1905 pour notamment prendre du recul par rapport au débat qu'il peut y avoir actuellement dans notre société telle qu'elle est aujourd'hui, en réexpliquant que le cadre juridique de ce principe de laïcité, il a été mis en place, élaboré dans un contexte totalement différent en 1905. Une approche qui est vraiment fondée sur le droit, dont je parlais de la loi de 1905 à l'instant, ça permet de refroidir un peu les débats actuels en ne se focalisant pas sur les représentations et des uns et des autres sur ce que devrait être ce principe de laïcité, mais plutôt en revenant sur ce qu'est le cadre juridique actuel.
Et surtout, c'est une formation très pratique. Donc, les participants de cette formation vont être invités à faire part de leur situation des situations professionnelles dans lesquelles le fait religieux ou principe de laïcité va être mis en cause. Et on va les aider à réfléchir à comment s'assurer que ce principe de laïcité va être bien respecté dans ces situations professionnelles qui les interrogent. On a des activités pédagogiques, notamment sous forme de jeux de rôle, qui permettent aussi d'avoir ce côté très pratique de la formation. Et puis, c'est une formation qui s'appuie, enfin, le déploiement de cette formation s'appuie sur le déploiement de formateurs internes dans différents réseaux. On a notamment les fédérations d'éducation populaire qui se sont beaucoup formés et qui comprennent beaucoup de formateurs dans leurs équipes. Ils vont pouvoir déployer la formation. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir des formateurs en proximité avec les publics qui vont être formés. Donc, dans le cadre d'une cité éducative, on peut très bien imaginer de former plusieurs formateurs au sein d'une cité éducative qui vont pouvoir aller former d'autres professionnels de cette cité ultérieurement. Si on peut passer à la diapo suivante, merci. Voilà, moi je vais vous présenter rapidement les dimensions un peu plus pratiques de déploiement, d'organisation des formations. Donc déjà, c'est ce que vient de vous dire Swazik, le parti pris, c'est vraiment de former des formateurs internes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un prestataire qui vient délivrer des formations. Et donc ça va avec une ressource pédagogique unique pour l'ensemble de ces formateurs qui vont être habilités à dispenser la formation. C'est un kit pédagogique très complet et même assez prescriptif, avec un déroulé minuté, l'ensemble des ressources à disposition des formateurs. Et c'est ce qui garantit en fait la cohérence du plan de formation. C'est une formation qui dure 2 jours. On sait bien que c'est toujours un peu un challenge de trouver 2 jours de formation, quel que soit le type de public qu'on vise, et notamment quand il s'agit de bénévoles. Mais c'est vraiment, et c'est aussi ce qui ressort des évaluations, des différentes évaluations qu'on a menées, c'est les 2 jours de formation qui permettent vraiment les échanges, la confrontation aux situations professionnelles que rencontrent les uns et les autres, et donc de faire réellement évoluer les représentations et donc les pratiques ensuite. Et donc, ce qui va avec, c'est des groupes pas trop importants, des groupes d'une quinzaine de personnes, ce qui est assez classique en formation. Alors, on vous a mis format à distance en cours d'élaboration. Voilà, comme pour tout le monde, l'année 2020 a un peu accéléré en fait les demandes et le besoin de produire un format à distance. Nous, on est très... voilà, on privilégie évidemment les formations en présentiel pour tout ce qui est pour ces échanges en interacteurs, mais on voit bien la nécessité de pouvoir aussi proposer des alternatives. Donc il y a déjà des initiatives qui sont menées par des formateurs dans les territoires, et nous on est en train de finaliser aussi un format au niveau national. Alors, de manière très concrète, soit comment suivre une formation, soit comment organiser une formation. Le pilotage est régional, c'est-à-dire que nous, au niveau national, on produit les ressources pédagogiques et on organise des formations de formateurs. Mais le déploiement des formations proprement dit, il est vraiment piloté au niveau régional. Du côté des services de l'État, donc par les directions régionales jeunesse, sport, cohésion sociale, ou pour les agents des collectivités par les délégations du CNFPT. Donc on a une page sur le site internet de la NCT qui permet région par région d'identifier précisément l'interlocuteur qui va pouvoir répondre à toutes vos questions très pratiques sur quelles sont les prochaines formations organisées, est-ce que je peux en suivre une, mais aussi si je veux organiser une formation pour les équipes de cité éducative, comment on peut s'organiser. Donc voilà, les contacts, on vous a mis le lien sur le diaporama, et puis on va vous le mettre dans le chat aussi.
Et donc, je reviens aussi à ce que disait Swazik tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de constituer des réseaux de formateurs dans les différentes filières, dans les différents réseaux et dans les différents territoires qui vont pouvoir vraiment, dans la durée, partager ces formations en proximité avec les publics cibles. Donc, vous pouvez aussi identifier ou vous-même devenir formateur. C'est des formations de 3 jours et c'est les mêmes personnes qui vont pouvoir vous accompagner là-dessus. Si on peut passer à la suite, voilà. Merci. Alors, ce plan de formation a fait l'objet d'une étude évaluative qui a été menée par la chaire citoyenneté de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye il y a 1 an et demi maintenant, ou même presque 2 ans. Étude qui a conclu à des résultats plus que satisfaisants, plus que positifs. Elle a vraiment permis de démontrer que cette formation permet de mieux faire connaître le principe de laïcité et surtout contribue fortement à prévenir les incompréhensions et les tensions autour du fait religieux ou de l'application de ce principe de laïcité et de permettre de déconstruire certaines représentations qui seraient fausses. On a un taux de satisfaction sur ces formations, alors que ce soit à l'issue de HO, à l'issue de chaque formation ou dans le cadre de cette étude évaluative, un taux de satisfaction qui est excellent puisqu'on a 97% des participants qui se déclarent satisfaits, voire très satisfaits de la formation. Une grande majorité d'entre eux, 73%, ont trouvé leur formateur très compétent, ou assez compétent. Donc on est très content de ces résultats très encourageants. C'est vraiment une formation qui contribue à apaiser les débats en permettant vraiment de faire la distinction entre ce qui relève de l'opinion, des représentations des uns et des autres, et ce qui relève du cadre juridique qui doit être partagé. Et elle permet aussi de faire évoluer les participants dans la façon de mettre en œuvre ce principe de laïcité dans leur activité professionnelle, puisque plus de la moitié d'entre eux nous disent à l'issue de la formation qu'ils ont modifié leur pratique professionnelle. Ils se sont rendus compte qu'elles n'étaient pas forcément toujours tout à fait conformes au cadre juridique du principe de laïcité. Et donc, pour conclure un petit retour sur le déploiement de ce plan depuis 2015-2016, les objectifs ont évolué un peu au fil des années. Au départ, on avait l'ambition de former 10 000 acteurs, et puis finalement, devant le succès et peut-être l'utilité aussi de ces formations, les objectifs ont évolué au fil des années. Ce plan de formation a permis de former, donc avec cette formation de 2 jours, plus de 50 000 acteurs de terrain. Et on estime qu'il a permis de toucher un peu plus de 80 000 personnes avec l'ensemble des actions qui ont été menées par des formateurs habilités. Récemment, la ministre déléguée à la ville, Nadia Hay, a souhaité encore renforcer le déploiement de ces formations et dans le cadre aussi des échanges autour du projet de loi pour réaffirmer les principes républicains, et donc doubler le nombre de personnes bénéficiaires. Et donc voilà, notre nouvel objectif est de former 40 000 acteurs de terrain chaque année, ce qui est un objectif très ambitieux, et on a vraiment besoin de nouveaux relais, de renforcer à la fois le réseau des formateurs et de trouver de nouveaux partenariats pour déployer ces formations. Donc nous, on est toutes les deux, Swazik et moi, évidemment, à votre disposition pour échanger sur la manière dont on peut organiser des formations. Et puis voilà, je vous redis que dans chaque région, il y a aussi un référent régional qui sera en proximité à votre écoute pour organiser au plus simple et au plus vite des formations. Et voilà, on a essayé d'être assez bref pour avoir aussi le temps de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, bon, déjà, il y a une demande de lien dans le chat, notamment, je suppose, vers
Alors, on va remettre le lien dans le chat. En sachant que donc nous, on redonnera bien entendu après aussi tous ces liens, on vous les refera suivre par mail dans le récapitulatif. Et donc, je vais aussi, alors Perrine vient de vous mettre le lien dans le chat vers la page du site de l'ANCT qui est consacrée au plan VRL, sur lequel vous retrouverez les contacts pour vous inscrire en formation, pour connaître les dates des prochaines sessions et pour éventuellement demander à devenir formateur. Et je vais vous remettre tout de suite un autre lien vers le replay d'un webinaire qu'on a organisé un petit peu plus long de présentation de cette formation, comprenant notamment un témoignage d'une enseignante qui a participé à la formation. Je vais le remettre tout de suite. Et puis, voilà, je vois des messages aussi en privé. N'hésitez pas donc à nous contacter directement ensuite par mail, Swazik et moi, si de manière plus nationale, on va dire, vous avez des propositions, des projets pour former des formateurs. Je vois qu'il y a une petite question sur le contexte sanitaire, si actuellement c'est maintenu ou pas. Je me permets de relayer, pardon. Ouais, bien sûr. Alors, disons qu'il y a la possibilité juridiquement de maintenir des formations professionnelles quand on estime qu'elles ne peuvent pas se tenir à distance. Donc, voilà. Parfois, quand on a la possibilité, on va dire, matérielle et pratique d'organiser des formations avec tout le respect des contraintes sanitaires, elles peuvent être maintenues, mais dans l'ensemble, elles ne sont maintenues qu'à distance, ce qui est un mode un peu dégradé pour l'instant, mais comme tout le monde, on n'a pas le choix et finalement, on a des retours plutôt plus positifs que ce qu'on aurait attendu sur ces initiatives qui sont menées à distance. C'est-à-dire que, comme pour le reste, finalement, c'est souvent un peu frustrant de ne pas pouvoir avoir tous les échanges qu'on a, y compris les échanges plus informels dans ces cadres-là. Mais malgré tout, on a des formations qui sont organisées en visioconférence et dans lequel les participants se retrouvent malgré tout. Bon, on a quand même une chute en 2020 du nombre de personnes formées. Une petite question également là qui vient d'arriver à la fin sur est-ce qu'un CRPV peut être une des ressources de cette formation? Oui, bien sûr, ils le sont déjà hein, très largement. Ils ont été associés dès 2015 au déploiement des formations. Il y a différentes formes d'implication et de participation. Et donc, là encore, c'est un pilotage régional. Donc, comme les centres de ressources sont aussi implantés au niveau régional, voilà, dans chaque région ont été mis en place des partenariats qui peuvent prendre des formes variées, qui ont pu évoluer d'ailleurs au fil des années. Mais oui, bien sûr, c'est des partenaires de premier rang. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Je vois qu'il est déjà 10h20. On est quasiment au bout du temps imparti. Si jamais il y a une dernière question, c'est maintenant. Sinon, je vous remonte juste le petit témoignage de Madame Piron de la Cité éducative d'Angers, qui dit qu'elle a participé en décembre dernier, donc assez récemment quand même, malgré la crise sanitaire, et qui partage son retour très positif et qui, dans la foulée, souhaite développer notamment des projets sur sa cité éducative autour de ce sujet, en faveur des professionnels et des jeunes, des enfants du quartier. Voilà. Donc, Swazik, Perrine, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci à vous. Merci beaucoup à vous et merci pour ce témoignage très positif. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci. Au revoir. Donc, pour enchaîner ensuite, nous allons accueillir le réseau RECI, Ressources pour l'égalité des chances et la lutte contre les discriminations. J'accueille mesdames Émilie Arnoulet et Ingrid Dequin, que je vais laisser se présenter peut-être. Ce sera plus simple. Vous êtes... ouais. Oui, on est là. Bonjour à toutes et à tous.
Par contre, on vous a envoyé un petit support PowerPoint, peut-être, je ne sais pas Oui. si vous l'avez eu. Alors, soit vous pouvez nous le gérer. Oui, oui. Attendez, généralement, je l'ai Et bien oui, eu. on va se présenter. Ah bah, Anna, formidable. Anna, merci beaucoup, Anna, Anna. merci. Alors, vous pouvez passer la première diapo, du coup. Donc, moi, je vais présenter le réseau et puis je laisserai Ingrid après enchaîner et se présenter pour pas qu'on perde de temps. Donc, le réseau RECI, c'est Ressources pour l'égalité des chances et l'intégration. Donc, qui est un réseau qui a été créé à l'été 2005. Donc, c'est un réseau qui commence à avoir un peu de bouteille, qui est composé de structures qui interviennent dans le domaine de l'immigration, de l'intégration et de la lutte et de la prévention des discriminations liées à l'origine. Donc, on est, comme vous pouvez le voir sur la plaquette, on n'est pas nombreux. On est aujourd'hui 5 structures sur toute la France. C'est un réseau national qui, à la fois, vous pouvez, nous, Ingrid Dequin et moi-même, appartenons à des centres ressources politiques de la ville, mais vous pouvez voir que sur les 3 autres structures ne sont pas des centres ressources politiques de la ville et interviennent sur des thématiques spécifiques. La VDL est plutôt sur le logement, Cofrimi est plutôt sur l'interculturalité et la lutte contre les discriminations, et Espace plutôt sur l'intégration des étrangers. Donc, on a un fonctionnement sous forme d'association. On produit donc tous les ans un programme de travail. Nos financeurs sont aujourd'hui l'ANCT, le ministère de l'Intérieur, sous sa direction. Alors, Diane, ne me demandez pas de décliner, c'est l'ancienne d'AEN. Et puis, on a un petit financement de la Commission européenne, notamment puisque nous alimentons un portail européen sur l'intégration. Voilà, on produit un certain nombre de choses, à la fois des publications, mais aussi on alimente une base de données documentaires qui regroupe plus de 20 000 notices documentaires. Et chacun d'entre nous alimente cette base de données. Nous produisons également mettons à disposition un panorama de presse qui regroupe les dernières actualités sur l'immigration, l'intégration et la lutte contre les discriminations. Et 2 fois par an, on met en place une lettre d'information sur les actualités du réseau. Vous pouvez passer à la diapo suivante, merci. Donc, on s'est engagé sur les discriminations ethno-raciales dans le champ scolaire. Donc, on a travaillé cette thématique-là. On avait auparavant travaillé déjà cette thématique à partir de 2011 en produisant une note de cadrage sur les démarches éducatives à l'épreuve de la diversité qui regroupait plusieurs thématiques, intégration, ethnicisation et prévention des discriminations. On a également mis en place une bibliographie sur la prévention des discriminations en décembre 2017. Et on avait envie de continuer de travailler sur cette thématique et plus précisément dans le champ scolaire. Donc, les constats ont été les suivants pour nous faire démarrer. C'est qu'on se rend bien compte qu'on est des fois dans un déni du phénomène. Et qu'il y a une difficulté de reconnaissance de cette question des discriminations ethno-raciales dans le champ scolaire. Donc, on s'est appuyé sur de la littérature scientifique qui met en avant l'existence de cette discrimination ethno-raciale et de ses conséquences négatives. On a également travaillé, recherché dans les textes officiels de l'éducation nationale la prise en compte de ces phénomènes. On s'est rendu compte également que la discrimination, bien souvent, était abordée sous le prisme de l'élève et de son environnement. Et qu'on constate que cette question est plutôt abordée sous l'angle de harcèlement scolaire, de la lutte contre l'homophobie ou encore de la diversité culturelle. Donc, les enjeux pour nous, c'était de regarder s'il y avait effectivement des expérimentations territoriales qui permettaient de traiter la question des discriminations ethno-raciales.
Donc, pour ce faire, nous sommes appuyés donc, sur des acteurs qui étaient impliqués dans le champ scolaire et ou dans la politique de la ville. Et on s'est questionné sur, en fait, en quoi ces expériences peuvent-elles constituer un appui solide pour engager des réflexions et puis voir comment on pourrait essaimer sur cette question des discriminations au niveau national. En regardant un petit peu plus sur ces expérimentations territorialisées, on s'est aussi questionné sur le fait qu'elles pouvaient peut-être servir de socle, du coup, pour alimenter une stratégie à l'échelle nationale. Vous pouvez passer. Merci. Donc, en janvier dernier, donc en 2020, nous avons réalisé donc, un séminaire. Donc, alors, c'était un séminaire qui était sur invitation. On a voulu que ça soit réalisé dans un cadre un peu sécurisé, puisque ces questions ne sont jamais très faciles à aborder. Les objectifs étaient vraiment de partager donc, des connaissances relatives aux discriminations ethno-raciales au sein du système scolaire et de clarifier un peu toutes ces notions d'inégalité scolaire, d'inégalité sociale et de discrimination. On s'est interrogé du coup collectivement à partir d'expériences que nous ciblées sur les freins et les leviers qui permettent de diminuer ce risque discriminatoire au sein des pratiques professionnelles. Et nous avons échangé tout au long de la journée donc, sur les enjeux de politique territorialisée et partenariale pour voilà, travailler vraiment sur le caractère un peu systémique de ces discriminations qui peuvent conduire à renforcer donc les inégalités scolaires et sociales sur les territoires. Donc, à cette occasion, dans le cadre de ce séminaire, on s'est entouré bien sûr de chercheurs et d'experts dans le domaine des discriminations et de professionnels des territoires, ce qui nous a permis d'avoir un regard croisé d'acteurs qui étaient investis sur cette thématique. Donc, entre parenthèses, on vous a mis qui était là. Donc, il y avait la ville de Villeurbanne, l'Académie de Nancy-Metz, l'Université de Bordeaux. Et puis, nous avions également invité une cité éducative et l'ancien coordinateur des cités éducatives, Vincent Léna, qui était présent à cette journée et qui ont pu donc témoigner en fait d'une envie d'investissement sur cette thématique de discrimination ethno-raciale dans le champ scolaire. Alors, je vais laisser ma collègue et donc à la suite de ce séminaire, nous avons produit un web documentaire, mais on y reviendra. Je vais laisser Ingrid se présenter et puis voir un petit peu à la suite de ce séminaire qu'est-ce qu'on a produit. Oui, merci Émilie. Donc moi, c'est Ingrid Dequin. Donc, je suis chargée de mission auprès du Centre de ressources de la politique de la ville des Hauts-de-France, à l'IREV. Et donc, je suis aussi membre du réseau Récit. Et donc, on a contribué aussi à la publication des différentes ressources qu'on vous proposera tout à l'heure et qui sont issues du séminaire qui s'est déroulé en janvier dernier et puis là, du travail qu'on a aussi engagé par la suite. Donc, effectivement, ça a été un premier temps où on a essayé aussi de poser un cadre théorique, de savoir ce dont on parlait, parce que finalement, on voyait bien que les différents professionnels, voilà, en fonction de leur appartenance, de leur institution, de leur niveau de connaissance, n'avaient pas les mêmes perceptions, en tout cas, du sujet des discriminations. Et c'est vrai que nous, on a vraiment cette focale sur les discriminations ethno-raciales. Donc, le travail s'est poursuivi, notamment avec certains chercheurs qui nous ont appuyés sur ce séminaire et qui nous ont aidés à faire aussi d'autres relations sur les discriminations et les phénomènes de ségrégation scolaire. C'est vrai que ce sont des phénomènes qui sont aussi de plus en plus mis en avant aussi dans la presse, dans certains territoires, et notamment de toutes leurs conséquences négatives sur la réussite des élèves, sur l'ambition des élèves et sur, à terme, leur insertion sur le marché du travail. Donc, on a essayé de faire ces liens-là entre voilà, les inégalités de réussite qui ne peuvent pas être expliquées exclusivement
par un défaut de capital scolaire ou un manque d'adhésion au modèle scolaire, mais plutôt aussi avec des pratiques professionnelles qu'il faut peut-être réinterroger de manière partenariale, collective. Et donc, on a essayé aussi de travailler sur ces contextes ségrégés qui pourraient aussi aggraver ces phénomènes. Donc, on s'est appuyé notamment sur les apports de Madame Fouquet-Choprade, qui a travaillé notamment avec Georges Felouzis dans le cadre du PNESCO, sur des rapports aussi très, très intéressants sur ces questions-là, pour pouvoir essayer de rapprocher un peu ces processus qui peuvent avoir vraiment des effets néfastes sur la réussite des élèves. Vous pouvez passer là, voilà, merci beaucoup. Donc, on s'est appuyé, on a travaillé cette année sur un travail de benchmark qui consiste à aller chercher un petit peu les expériences nationales et internationales qui visent à lutter contre les formes de ségrégation scolaire pour justement avoir une approche plutôt positive de se dire on va essayer de lever de montrer les leviers d'action qui permettraient aux professionnels de se saisir de la question et puis de s'appuyer sur ces démarches positives avec parfois des effets positifs, parfois un peu moins, pour justement initier ces questions. Donc, ce travail de benchmark, finalement, il nous a amené à bosser sur les différentes expérimentations au plan national, international, mais il nous a aussi amené justement à apporter un éclairage sur les différentes formes de ségrégation scolaire. Finalement, c'est exactement comme les discriminations. Dans ségrégation scolaire, on peut mettre différentes formes de ségrégation si on prend une approche sexuée, si on prend une approche sociale, si on prend une approche ethnique. Et toutes ces variables-là sont assez complexes, à la fois interdépendantes, mais nous montrent déjà qu'en fonction d'un angle, d'une approche, on peut parler d'une mesure qui est complètement différente, avec une ampleur aussi qui peut être aussi tout à fait différente. Donc, l'idée à travers ce benchmark, c'est aussi d'apporter des petits éléments un peu récapitulatifs sur les différentes formes de ségrégation scolaire et surtout sur ces effets aussi pervers. On ne parle pas de ségrégation scolaire sans mettre en avant aussi finalement ces effets négatifs sur les élèves, sur leur réussite dans l'environnement scolaire, mais aussi au-delà. Donc, on a essayé de dégager aussi un certain nombre de leviers d'action. Effectivement, ce travail, il nous a aussi permis de mettre en avant aussi certaines formes de limites. La première limite, c'est la difficulté à avoir des éléments quantitatifs, évaluables, sur l'ensemble de ces expérimentations relevées. Alors, on n'a pas une approche exhaustive, mais néanmoins, de tout ce qu'on a pu relever, on a bien vu que la question de la mesure est extrêmement difficile à avoir sur du long terme, parce que les expériences ont toutes été réalisées sur des temps plus ou moins limités. Et que aussi sur l'aspect ethnique, on avait aussi très très peu de données qui est très certainement lié au contexte français par rapport aux différents cadrages sur les données statistiques et son utilisation notamment sur la variable ethnique. Donc ce sont aussi des hypothèses qu'on peut mettre en avant aussi par rapport aussi à une faible reconnaissance institutionnelle peut-être du phénomène de ségrégation scolaire et aussi de la ségrégation ethnique qui est pas véritablement abordée sous cet angle, peut-être aussi très certainement est un sujet aussi un peu tabou. C'est pour ça qu'on a essayé aussi de traiter cette approche, puisque certains chercheurs montrent que la ségrégation scolaire, mais selon la variable ethnique, est beaucoup plus importante que d'autres formes de ségrégation qui sont mises en avant, comme par exemple la ségrégation selon les catégories socio-professionnelles des familles. Donc, ce travail nous a permis de comprendre les processus de ségrégation et de mettre en avant du coup quelques leviers d'action. Agir sur les stratégies individuelles des familles, qui a une forme aussi d'autocensure, mais aussi de
à travers des formes de préjugés. Inclure dans les stratégies de déségrégation les établissements privés, d'inclure aussi l'attractivité des établissements et de la repenser dans les contextes les plus défavorisés, et d'associer aussi les acteurs du logement et d'interroger les stratégies de peuplement pour limiter la ségrégation urbaine, puisqu'il y avait beaucoup il y a des interdépendances entre les ségrégations urbaines et les ségrégations scolaires. Donc voilà, on voit bien que c'est extrêmement complexe et ça ne tient pas uniquement à quelques pratiques professionnelles qui seraient montrées du doigt. C'est pas du tout ça l'enjeu du travail. Donc, on a capitalisé le travail qu'on a réalisé sur un web documentaire qui va rassembler les apports du premier séminaire de janvier dernier, avec la réalisation d'une vidéo un peu synthétique, de la synthèse des apports de cette journée, et puis de manière complémentaire, des bibliographies, et puis ce benchmark qui est aussi également accessible à travers ce web documentaire. Voilà, donc si vous allez sur ce lien, vous aurez tous les apports pour lire ça à tête reposée et comprendre peut-être un peu plus ce qu'on vous présente là, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas simple et c'est très succinct. Donc, sur la suite, sur les perspectives de travail, par rapport à ce qu'on vous a présenté, pour nous, en tout cas, l'idée, ce serait de pouvoir vous proposer la tenue d'un webinaire qui permettrait justement d'aborder de manière un peu plus approfondie ces questions et de pouvoir outiller les acteurs intéressés sur de l'apport de connaissances, mais aussi de favoriser une approche plutôt pluridisciplinaire du sujet, parce qu'on voit bien que ce n'est pas uniquement le contexte éducatif qui est sollicité dans ces difficultés-là. Donc, voilà, on pourra par la suite vous proposer un petit sondage sur votre intérêt pour le sujet et voilà, si vous êtes intéressé pour participer sur la tenue de ce webinaire. Pour également vous faciliter les choses, si vous avez besoin, vous pouvez aussi nous contacter. On vous a mis en dernière diapositive l'ensemble de nos coordonnées à Émilie Arnoulet et moi-même. Le lien vers le site du réseau Récit où vous trouverez l'ensemble des productions du réseau Récit, l'accès à la base documentaire avec toutes les sélections qui sont nécessaires parfois pour étayer certains sujets, ainsi que, comme le disait ma collègue, le panorama de presse. Voilà, c'est extrêmement synthétique. J'espère que c'était assez clair. Je ne sais pas si, Émilie, tu veux rajouter des choses ou si j'ai oublié des choses. Non, tu n'as rien oublié. C'est vrai que pour nous, ce n'est pas simple de présenter ça en 10 minutes, même si on a pris plus. Du coup, on a pris les 20 minutes. Donc, n'hésitez pas en tout cas à aller consulter le site internet où vous retrouverez aussi tout l'ensemble de nos publications. On ne travaille pas que sur l'éducation, hein, on travaille aussi sur l'emploi, le logement. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous reviendrons vers Suzy, Anna, pour proposer une date pour ce webinaire et aller de façon plus approfondie sur ces questions-là. Merci beaucoup, Ingrid, Émilie, pour cette présentation. Je vois qu'on a quelques petites questions. On va quand même s'il est déjà 40, on va prendre 2-3 minutes pour y répondre. Donc déjà, pour les différents documents, on va tout renvoyer, ne vous inquiétez pas, à la fois le replay et ce qui peut aller avec, donc tous les liens, etc. Je vois qu'on nous demande est-ce qu'il est envisagé un module sur la question dans les centres de formation des enseignants ou d'autres acteurs intervenant dans l'orientation scolaire. Alors, je ne me rends pas compte si on a une mesure de réponse. En fait, c'est un peu les suites qui peuvent être envisagées des démarches qu'on a initiées avec des acteurs de l'éducation. Mais peut-être, Émilie, tu peux compléter avec les initiatives du Grand Est, justement, à la suite aussi de nos démarches. Alors, sur l'Académie de Nancy-Metz, notamment, puisque c'était une académie qui travaille depuis très longtemps sur les questions de discrimination, qui se sont saisis d'un plan académique de lutte contre les discriminations et d'égalité.
Donc, c'est donc toujours la même personne qui, depuis 2005, donc à l'issue d'un projet européen qui avait eu lieu sur ce territoire, donc qui avait permis un travail interacteur en fait sur cette question. L'Académie a souhaité continuer dans cette perspective, donc et dispose d'un espèce de groupe ressources en fait, hein, qui rassemble à la fois des enseignants, des CPE, des chefs d'établissement sur ces questions et qui donc travaille à une réponse en fait autour de ces questions-là. Et d'ailleurs, cette académie propose donc des modules justement auprès du centre de l'ESPE. Mais enfin, on l'avait interrogée, hein, Madame Ukropina, sur cette question-là, et elle nous avait répondu que c'était voilà, un module de 2 heures, quoi. Donc c'est très peu finalement pour appréhender la question. L'idée est quand même de former sur les territoires justement sur ces questions pour que ça fasse un relais et un peu un effet boule de neige, et pour que cette question elle soit vraiment prise en compte collectivement pour éviter la mise en accusation, puisque c'est pas du tout ça, c'est pas l'enjeu justement, c'est plutôt de réfléchir collectivement pour trouver des réponses au niveau territorial et que cette question soit bien prise en compte. Alors, merci beaucoup. Une deuxième petite question. Oui. Sur la discrimination bienveillante, c'est ça? Oui. Ok. Moi, personnellement, je ne connais pas ce terme. On travaille énormément sur la question de prévention des discriminations, mais c'est vrai que ce terme-là, je ne sais pas toi, Émilie, mais moi, on ne l'a pas forcément abordé. Donc, je ne pourrais pas vous répondre, mais je vais regarder de quoi il s'agit. Oui, la discrimination bienveillante, je sais pas. C'est compliqué parce que juridiquement, une discrimination. Je ne sais pas si c'est discrimination positive ou je ne sais pas si ça rejoint ça. Si vous pouvez préciser ou alors, mais je ne vois pas de quoi il relève exactement. Ça pourra aussi amener justement un échange peut-être au prochain séminaire qu'on va ensemble. Ce sera l'occasion. Je vous remercie en tout cas beaucoup, Émilie, Ingrid, pour votre intervention. On va effectivement donc bien tout retransmettre. Et puis, je vais vous proposer de passer à notre prochain intervenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Donc, pour notre avant-dernier intervenant, on a le plaisir d'accueillir l'association SEV avec ses ateliers philo, et c'est Madame Gabrielle Bell, la directrice de l'association. Madame Bell, je vous en prie. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Pour présenter SEV, je vais me permettre de vous diffuser une courte vidéo de 2 minutes qui cernera les contours de l'association. Donc voilà, je teste cette possibilité technique, donc normalement ça fonctionne. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et éventuellement des petites couacs qui pourraient en résulter. Donc normalement ça devrait fonctionner. J'ai toujours été frappé par ce que nous dit Montaigne dans les Essais, à savoir que l'éducation, ce n'est pas simplement la transmission de connaissances, ce n'est pas simplement avoir une tête bien pleine, mais ça devrait être, avant tout, avoir une tête bien faite, c'est-à-dire apprendre aux enfants à exercer un discernement, un jugement personnel, à veiller leur esprit critique. Et pour ça, il faut aussi qu'ils apprennent à se connaître, pour savoir ce qui est bon pour eux, pour apprécier et juger ce qui peut leur permettre de réussir leur vie. L'association SEV développe des ateliers de réflexion philosophique avec les enfants pour les aider à grandir en discernement et en humanité. Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut dire ses secrets, alors qu'un copain, on joue juste avec lui à la récréation. On apprend aux enfants non pas l'histoire de la philosophie, mais à pratiquer la philosophie, c'est-à-dire à exercer leur jugement, à apprendre à réfléchir ensemble. Ils ont une pensée personnelle qu'ils peuvent exprimer et puis ils la confrontent avec les autres. Je les aide à travers une toute petite pratique méditative laïque extrêmement simple, à être présents à leur corps. Du coup, les enfants ne sont plus dans le mental, ils ne sont plus dans l'agitation de leur pensée. Et du coup, effectivement, l'atelier philo va beaucoup plus loin. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Lilou et Clarence, parce que les plantes, c'est vivant. Nous, on est heureux, alors pourquoi pas eux? Et pour avoir un effet de levier plus important, l'association SEV forme des éducateurs
qui eux-mêmes vont pouvoir développer ces ateliers de réflexion philosophique. Nous formons des animateurs à travers un parcours SEV qui comprend 4 modules. Les ateliers de réflexion philosophique proprement dit, des notions de philo, la relation bienveillante avec l'enfant et l'adolescent et la pratique de l'attention. La clé de tout, c'est l'éducation et que SEV, modestement, participe à ce renouveau de l'éducation en vue d'un savoir-être et d'un vivre ensemble. Alors voilà cette courte présentation qui permet un peu de situer notre association qui est récente, qui s'est créée en 2016 et qui vise, comme c'est présenté, à favoriser le discernement, l'esprit critique des enfants. L'action aujourd'hui, elle est menée avec des équipes de bénévoles et des animateurs qui sont mandatés à travers des partenariats dans les territoires. Donc on a une volonté d'essaimer plus particulièrement en politique de la ville. Donc, on est présent dans plusieurs cités éducatives heu, aujourd'hui. On peut l'être dans de nouvelles cités éducatives en fonction évidemment des réalités terrain, du fait d'avoir un vivier local d'animateurs et puis aussi une équipe de bénévoles prêts à tisser les relations avec à la fois les acteurs locaux et à la fois les institutions. Aujourd'hui, on a cette vrai effort d'être davantage visible et je remercie la LCT de nous avoir donné cette place au sein du forum pour pouvoir témoigner de notre activité. On essaie d'être davantage visible sur les territoires, d'avoir davantage ces relations institutionnelles parce que beaucoup des personnes qui ont suivi le parcours SEV ont ensuite eu à cœur de proposer des ateliers, parfois sous forme bénévole, parfois avec un statut d'auto-entrepreneur qui rend parfois un peu diffuse et un peu invisible encore notre action. Donc, notre objectif et plus particulièrement cette année avec le changement et le changement des exécutifs municipaux et les nouvelles mandatures, on a essayé de se présenter auprès de différentes municipalités et auprès de différents services politiques de la ville dans lesquels on avait déjà des bénévoles actifs et des animateurs. Donc, je pense par exemple à Lille, à Roubaix, à Tourcoing, à Nancy, à Lyon, à Marseille, à Montpellier. Enfin voilà, on essaye à Toulouse aussi. Enfin voilà, on essaye d'être davantage identifié et de s'inscrire sur les territoires. Ce qu'on peut voir déjà de notre action particulièrement développée dans certaines villes, notamment sur Trappes où on a pu mener plus de 30 à 40 cycles d'ateliers philo avec les mêmes groupes d'enfants sur trois années, c'est qu'effectivement, il y a un impact positif sur l'amélioration du climat scolaire et sur je dirais, une amélioration des liens entre les enfants entre eux et les équipes enseignantes, mais plus largement la communauté éducative. Donc, c'est ce à quoi on vise. Ça s'inscrit bien aussi dans la philosophie des cités éducatives. Voilà, d'arriver à mutualiser, créer du lien et faire réseau pour les élèves, mais plus largement pour les enfants et les jeunes des territoires fragilisés que sont ceux de la politique de la ville. Aujourd'hui, on poursuit aussi notre volonté d'être, je dirais, d'avoir un impact le plus important possible pour les enfants en s'assurant d'une cohérence pédagogique et d'une visée pédagogique qui permettent cela. Donc on a des cycles qui sont des cycles d'ateliers qui sont à minima 10 ateliers d'1 heure avec le même groupe d'enfants pour favoriser justement le développement de leur habileté de pensée. Et ces cycles, on essaye de les placer sous l'horizon d'une approche systémique, c'est-à-dire d'avoir
des cycles d'ateliers qui soient dans toutes les classes d'une même école ou alors dans plusieurs écoles du territoire, ou par exemple qui fassent le lien entre les CM et les sixièmes d'un même territoire. Donc voilà, on essaie de progressivement avoir cette visée territoriale et cette visée pour participer à notre manière à un changement sociétal dans le domaine de l'éducation. À côté de ça, au niveau du parcours SEV, on connaît aujourd'hui des changements importants puisqu'on est dans une réflexion autour de la formation professionnelle et du passage à Calliope. Et notre objectif, ce serait à la fois de continuer, poursuivre les ateliers de philosophie et pratique de l'attention, mais aussi d'avoir des ateliers de philo qui partent un peu d'une animation autour de qu'est-ce que le vivre ensemble avec les enfants et qui puissent aborder selon leurs propres mots les valeurs de la République autour de qu'est-ce que la différence, qu'est-ce que la justice, est-ce qu'on doit toujours obéir, qu'est-ce que l'autorité. Enfin, on a beaucoup de déclinaisons qui permettent aussi de s'approprier à hauteur d'enfant les valeurs de citoyenneté et les valeurs de la République. Et à côté de cela, notre champ autour de la relation bienveillante à l'enfant et ce qui fait un peu notre spécificité par rapport aux ateliers philosophie qui existent depuis plusieurs décennies en France aujourd'hui, c'est d'avoir introduit une pratique de l'attention, c'est-à-dire une méditation laïque en début d'atelier qui permet aux enfants de se recentrer et d'être pleinement partie prenante de l'atelier. Ça crée vraiment une coupure avec ce qui se passait avant et la capacité à rentrer dans l'atelier. Donc notre champ aujourd'hui en termes de formation, en termes de visée pédagogique, c'est bien de continuer ce renforcement sur, je dirais, la relation bienveillante à l'enfant en ayant des apports autour de la psychologie positive et du renforcement des compétences psychosociales. Donc les ateliers philo permettent vraiment de développer les compétences dites cognitives de ces compétences psychosociales, donc la création d'un esprit critique, la pensée créative, la capacité à argumenter, à problématiser, à conceptualiser, permettent bien évidemment de développer ces compétences plus cognitives, mais on souhaiterait être sur les compétences davantage socio-émotionnelles, c'est-à-dire la gestion du stress, la gestion des émotions, la capacité à développer une relation empathique avec les autres. Et là, on est sur la création de modules d'approfondissement et d'ateliers sur la question de l'intelligence émotionnelle avec un travail autour de la gestion de groupes difficiles, la posture d'autorité, les questions de violence au sein des groupes d'enfants et d'adolescents. On a aussi tout un volet autour de l'adolescence qui est un moment clé aussi, je dirais, dans les parcours de vie, donc comment se sentir à sa place, voilà. Et c'est un peu les champs aujourd'hui sur lesquels notre association travaille et souhaite poursuivre son travail de, de formation et d'animation d'ateliers. Voilà, je suis prête à prendre des questions. Je vais regarder le chat. Oui, tout à fait. On travaille dans le cadre de la réussite éducative dans plusieurs villes. On est souvent sollicité par les équipes des réussites éducatives. On travaille dans différents types de structures, donc aussi bien en temps scolaire qu'en temps périscolaire. On travaille par exemple dans le cadre des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, dans le cadre, oui, de dispositifs de réussite éducative autres. On essaye, notre cœur de métier au début sur l'animation, c'est structuré sur les interventions en milieu scolaire. On est agréé par l'éducation nationale pour intervenir dans les écoles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie de co-construire nos interventions en périscolaire avec les municipalités et avec les acteurs éducatifs. C'est parfois
un vrai défi pour les animateurs parce que les enfants en périscolaire sont moins un public captif, donc il faut aussi les séduire avec nos ateliers philo et nos grandes questions. Voilà, c'est parfois, on rentre parfois en concurrence avec des activités qui sont plus ludiques. Donc c'est aussi l'apport de la ludopédagogie pour nous est important parce que justement, on sera plus en capacité d'agir avec des groupes d'enfants qui parfois sont ou un peu dissipés ou sont un peu parfois plus fragilisés dans leur capacité d'attention et leur capacité de concentration. C'est aussi des choses qui nous préoccupent beaucoup dans notre action sur le terrain. Merci beaucoup. Anna, vas-y. Oui, je me permets de vous poser des questions puisqu'on a des questions qui nous sont parvenues via le chat en privé. Donc, par exemple, concrètement, si on veut mettre en place des ateliers philosophiques dans une cité éducative, comment on vous contacte et par qui ça passe? Est-ce qu'on doit solliciter un chef d'établissement ou un recteur ou est-ce que vous pouvez directement vous arranger avec les élus locaux? Enfin, comment ça se passe en fait concrètement? Bah, on est une association classique, donc après sur la cité éducative, on construit le projet avec les interlocuteurs de la cité éducative et puis après on est sous le régime de la subvention classique, quoi. Donc pour nous contacter, je vais mettre mon courriel, donc le voici, et puis celui de notre boîte courriel partenariat. Hop, voilà le mien et c'est avec plaisir en fait qu'on essaie de proposer nos animations. On est vraiment dans une logique aujourd'hui de vraiment d'abord construire des actions expérimentales, c'est-à-dire, mettons, 5 cycles de 10 ateliers pour voir si ça correspond à ce que souhaitent les équipes pédagogiques, est-ce que ça rentre bien en complémentarité avec ce que les autres acteurs peuvent proposer. Et souvent, en fait, il y a que sur une cité éducative, celle de Bérénier-Forbach, où là, on est en train de mettre en place 25 cycles d'ateliers, où on n'avait pas forcément on a un vivier local qui avait déjà fait des actions sur cette ville. Mais en général, souvent, on a des bénévoles ou des animateurs qui ont déjà commencé à faire des actions, donc ça fait sens ensuite. Ok. Il y a d'autres questions dans le chat, hein, je vois. Il y a une possibilité d'intervention de votre part dans le cadre d'un plan de formation REP+, en direction des enseignants? Oui, tout à fait. On a, dans le cadre de notre formation, on est en train justement enfin, on met en place ce qu'on appelle, des parcours pro. Donc on forme aussi les acteurs éducatifs à la pratique des ateliers de philo et de l'attention, mais aussi avec, des focus, s'ils le souhaitent, sur, par exemple, les adolescents, la violence et tous ces éléments autour de la ludopédagogie. Aujourd'hui, on structure notre offre aussi, pour devenir organisme de formation. Donc c'est un processus en cours, mais ce sera avec plaisir qu'on intégrerait de nouvelles cohortes d'acteurs éducatifs à former parce que ça nous permet aussi de co-construire ces formations avec eux et ça rentre en pertinence et en résonance avec nos futurs parcours, on l'espère, de formation professionnelle. Ok. Peut-être une question aussi qui est pas encore, qui nous a été envoyée en privé avant que vous répondiez peut-être à la dernière. Est-ce que vous avez une cartographie en fait de vos antennes qui est disponible? C'est sur votre site? Oui, alors il y a une cartographie, mais en fait, à chaque fois, on analyse bien les animateurs, et cetera. Donc, comment dire? Je vais vous dire plutôt là où on a des difficultés à être présent. En fait, assez classiquement, c'est l'Auvergne et le Limousin. Là, on n'a pas beaucoup d'intervenants. Oui, c'est ça, c'est les zones de moyenne montagne, en fait. Assez classiquement, on a moins de c'est un peu plus compliqué. On est plutôt présent dans les villes, moyennes et grandes villes. Voilà, j'ai pas une cartographie plus précise que ça. On a une cartographie de nos animateurs, mais je pense que c'est bien de nous solliciter. Après, on voit quelles sont les possibilités, d'agir. Mais sur les différentes cités éducatives, on est plutôt en capacité de répondre à la demande, en tout cas. Voilà, y compris en outre-mer. Ok, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci à toutes les deux et donc pour votre intervention déjà et puis voilà pour toutes ces informations. Je vais vous proposer de passer à l'intervention suivante. Au revoir Madame Bell. Merci, au revoir, bonne journée à Merci vous beaucoup. et je continue de suivre la rencontre. Merci.
Donc, pour le dernier intervenant, je vais inviter Mehdi Hamadi Cavagnol, qui est formidable, que je vois. Mehdi, je vous en prie, je vais vous laisser vous présenter. Parfait, merci beaucoup. Donc, Mehdi Hamadi Cavagnol, je suis donc chef de projet éducation enseignement supérieur au sein de la NCT et dans ce cadre en charge d'un dispositif qui est mon stage de 3e et que je vais donc vous présenter. Est-ce qu'on peut avoir voilà, le petit PowerPoint? Merci beaucoup. Donc, très rapidement, je ne vais pas vous faire la genèse absolue du dispositif, mais en fait, il découle d'une volonté du président de la République qui le 22 mai 2018, s'était engagé à ce que les élèves des quartiers prioritaires de la ville puissent bénéficier de 30 000 stages de qualité, puisque en fait, il y a une période de stage d'1 semaine qui est obligatoire dans le cadre des cursus des élèves de 3e. Et que cette période posait un petit souci puisque il y avait quelques difficultés à trouver des stages. Très souvent, c'était des stages trouvés à la dernière minute, ce qu'on a appelé un peu communément les stages kebab, c'est-à-dire qu'en fait, l'élève effectuait son stage par obligation de scolarité et ça ne lui apportait pas grand-chose, si ce n'est répondre à cette obligation-là, mais il n'y avait pas de véritable découverte du monde professionnel, ce qui est quand même l'objectif premier de cette période. Donc, nous avons créé une plateforme d'offres de stage, donc qui est monstagede3e.fr, qui est donc accessible aux élèves de 3e du réseau éducation prioritaire, donc des collèges REP et REP+, et certains établissements qui ne sont ni REP ni REP+, mais qui peuvent accueillir une part importante d'élèves issus des quartiers prioritaires de la ville, peuvent accéder à ce dispositif à la demande conjointe des préfectures et des DSDEN. On en a quelques-uns qui ont été ajoutés au cours de l'année précédente. L'objectif qui a été fixé, c'était de proposer 30 000 stages aux élèves, hein, comme je le disais, 15 000 dans le secteur public, 15 000 dans le secteur privé. Alors, bien évidemment, compte tenu du contexte que nous connaissons, ces chiffres ont été rappelés lors de la dernière circulaire qui a été publiée en novembre à ce sujet, sans pour autant les fixer de nouveau, puisqu'il me semble un peu compliqué du fait que les entreprises et les administrations ne sont pas en mesure aujourd'hui d'accueillir les élèves, de fixer des objectifs chiffrés qui ne pourraient en tout état de cause être atteints. Donc, comment ça se passe très concrètement? Nous travaillons avec près d'une dizaine d'associations nationales. En fait, on en a 8 qui sont subventionnées au niveau national et on en a quelques autres qui participent au dispositif sans être forcément financés au niveau national, mais qui peuvent être déployés sur plusieurs territoires. Je pense notamment à FAS, qui est déployé sur plusieurs territoires, qui sont financés dans le cadre du programme 147 par les préfectures, mais qui ne sont pas financés au niveau national. Donc, nous avons créé, pour gérer la plateforme, une start-up d'État, hein, c'est le nom qu'on lui donne, qui est composée de 7 personnes aujourd'hui et qui a pour vocation de développer la plateforme dont je vous parlais, qui a bien évidemment grossi au cours de ces derniers mois, puisque le dispositif a pris de l'ampleur. On peut passer à la slide suivante. Donc, rapidement pour les chiffres, on a eu, pour être très précis, en fin d'année scolaire dernière, 30 309 offres publiées sur la plateforme, donc l'objectif était 30 000. On a eu 14 625 offres pourvues, l'objectif était de 16 000, on n'était pas très loin, mais compte tenu du contexte que nous avons connu, à la fois crise sanitaire, mais également, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en décembre-janvier, nous avons connu des grèves, notamment des grèves de transport, ce qui a pu un peu une incidence hein, sur l'accueil des stagiaires à cette période de l'année, qui est une période privilégiée pour les périodes de stage, justement. Donc on n'a pas à rougir du travail qui a été fait à la fois par les associations partenaires et par l'équipe. Donc on a eu une offre du secteur public d'un peu plus de 7 000 offres qui ont été publiées émanant des services de l'État. C'est moitié moins de ce qui avait été prévu, mais ça se comprend complètement. C'est que les services de l'État avaient prévu d'accueillir les élèves à la fois en décembre-janvier, donc
au moment où c'était, comme je vous le disais, où on a connu ces fameuses grèves. Et puis, juste avant les congés de Pâques, donc au pic du confinement. Donc en fait, il y a eu ce petit impact direct qui n'est pas très révélateur pardon, de l'implication des services de l'État qui se sont vraiment mobilisés pour le coup. Et voilà, je ne voudrais pas que ce chiffre reflète une réalité qui ne correspond pas à ce qui s'est passé véritablement. Donc voilà, en revanche, pour le secteur privé, voilà, on avait 15 000 offres qui étaient prévues et on était un peu plus quasiment 23 000. On peut passer à la suivante. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, c'est ce que je vous expliquais, ont accès au dispositif les collèges REP, les collèges REP+, et certains collèges accueillant une part importante d'élèves issus des quartiers prioritaires de la ville. Donc, en gros, pour les collèges REP, on a 60% des établissements qui ont bénéficié du dispositif, puisque pour en bénéficier, il faut que le chef d'établissement procède à l'inscription sur la plateforme. C'est nettement plus pour les collèges REP+, puisque 77% d'entre eux ont bénéficié du dispositif. Et sur les collèges qui ont été intégrés à la demande conjointe des préfectures et des DSDEN, on a à peu près 60% des établissements qui en ont bénéficié. On peut passer à la suivante. Merci. Donc, comme je vous le disais, c'est la circulaire du 20 novembre 2020 qui fixe les modalités de la campagne. On pourra tout à fait vous l'envoyer à l'issue de ces échanges. Donc, ce que je vous expliquais, c'est que bien évidemment, l'ambition est renouvelée, mais il n'y a pas d'objectif chiffré pour les raisons que je vous donnais. Le calendrier a été adapté puisque le dispositif doit être opérationnel au 15 janvier. L'an dernier, c'était plutôt en octobre, étant entendu que bien évidemment, tous les stages qui ont été effectués entre septembre et janvier seront comptabilisés sans aucun souci. Et l'idée, c'est peut-être là que ce sera intéressant qu'on puisse échanger sur ce sujet, c'est que conformément aux engagements qui avaient été pris à la fois par l'Élysée et par les ministres en charge de la ville, à la fois le précédent et l'actuel, s'était engagé à ce que le dispositif soit ouvert au lycée de la voie professionnelle. Et donc, nous avons choisi de le faire par le prisme des cités éducatives sur la base du volontariat. L'idée étant que nous sommes en phase, j'allais dire, de déploiement du dispositif, d'expérimentation et que nous souhaiterions, à horizon rentrée prochaine, avoir un outil qui corresponde aux besoins réels des acteurs directement concernés par ce dispositif, donc les élèves, les enseignants, les entreprises, les administrations publiques qui peuvent accueillir aussi des stagiaires. Donc je le rappellerai en fin de présentation, mais voilà, l'idée étant que l'on puisse passer par les établissements des cités éducatives et que, bien entendu, on se tiendra à votre entière disposition pour toute question et pour recueillir toute observation en ce sens. Rapide petit bilan de la première partie de cette année scolaire. En termes de stages présentiels, on a un peu plus de 8000 offres de stages disponibles sur la plateforme, donc pour les élèves de 3e. Et nous avons donc mis en place un dispositif de stage à distance pour pallier justement l'impossibilité des entreprises et des administrations d'accueillir les élèves in situ. Et nous avons donc près de 7000 élèves qui ont pu bénéficier d'une semaine de stage à distance grâce à l'action de nos associations partenaires. Comme je vous l'expliquais, nous fonctionnons avec une dizaine d'associations. Donc, on peut peut-être passer à la suivante. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, l'ouverture du dispositif aux élèves des lycées professionnels des territoires en cité éducative pour le déploiement à horizon rentrée prochaine. Et donc, on est dans l'idée de développer cela à la fois pour les élèves des baccalauréats professionnels, mais également des 3e prépa métiers, puisque c'est une demande qui nous a été faite très régulièrement, et aux élèves des classes de SECPA. Donc voilà, tout cela est en train d'être déployé avec les difficultés qu'on connaît, mais l'idée étant qu'on puisse faire ça de manière la plus intelligente et la plus intelligible possible.
Et enfin, sur l'outil en lui-même, alors jusqu'à maintenant, il s'est agi d'une plateforme de dépôt d'offres de stage et de candidature de stage pour les élèves, mais nous souhaiterions qu'assez rapidement, cette plateforme soit une plateforme de découverte professionnelle au sens large, c'est-à-dire qu'on puisse avoir un accès à des contenus de présentation des stages, que ce soit des entreprises ou des métiers, ou du parcours d'anciens stagiaires. L'idée étant d'avoir des parcours inspirants pour les élèves, et aussi bien pour les stages de découverte de troisième que pour les périodes de stage des élèves des lycées professionnels ou des troisièmes prépa métiers. Et nous aimerions à terme aussi mettre en place un dispositif de mentorat donc, qui irait de la 4e SECPA jusqu'à la terminale professionnelle et éventuellement en post-bac donc pour les BTS, puisque l'idée est donc pour la rentrée prochaine, nous puissions ouvrir le dispositif aux élèves relevant de l'alternance, en fait, aux élèves de BTS relevant des étudiants de BTS relevant de l'alternance. Donc voilà, je crois qu'il y a une question qui a été posée sur le chat. Alors, sur la question de l'accessibilité, question posée sur les questions d'accessibilité. Alors effectivement, nous travaillons depuis quelques semaines maintenant à la fois sur les questions d'accessibilité du site et nous travaillons à la fois sur l'ergonomie, mais aussi sur les offres en tant que telles. C'est-à-dire qu'on sensibilise les entreprises et les administrations pour qu'elles puissent préciser si ce sont des périodes de stage qui sont accessibles aux élèves qui ont à compenser un handicap. Donc oui, effectivement, c'est pour dire les choses un peu trivialement, c'est dans les tuyaux et on espère que ça puisse être disponible à la rentrée prochaine. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne vois pas de gens qui lèvent la main. Ok, bah c'était super clair, Mehdi. Merci. Eh ben, très bien, parfait. Alors, juste une petite chose, on vous fera partir un mail d'invitation pour vous rappeler les modalités justement d'ouverture à la voie professionnelle pour ceux d'entre vous qui souhaitent y participer. Étant entendu, comme je l'indiquais, ce sera sur la base du volontariat puisqu'on souhaite que l'outil soit le plus adapté et voilà, on ne peut pas faire ça dans notre coin parce que ça ne rime à rien. Alors, on a une question. Oui, effectivement, dès lors qu'un établissement s'inscrit sur la plateforme, y a-t-il un fléchage vers les offres de stage issues du bassin d'emploi? Oui. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que les offres de stage qui apparaissent sont... en fait, on peut choisir, on peut mettre le curseur sur une distance en fait, qui peut aller jusqu'à 60 km autour de l'établissement de l'élève. Donc, voilà, c'est un choix opéré au moment des candidatures. Et il y a également aussi un fléchage qui se fait sur voilà, est-ce qu'il s'agit de troisième générale, est-ce qu'il s'agit des stages pour les troisièmes générales, pour les troisièmes SECPA, pour les prépa métiers ou pour les baccalauréats professionnels. Moi, j'avais une petite remarque de mon côté, un peu en fait, la cité éducative, je pense que c'est intéressant de le relever. En fait, le chef, des chefs de file, c'est un principal de collège. Et donc, en fait, ce qui fait que le lien avec les lycées, c'est toujours un sujet, et d'autant plus avec les lycées professionnels du territoire. Donc, voilà. Donc, c'est aussi pour ça que le sujet, là, voilà, nous, on vous invite vraiment à diffuser en fait cette information dans vos cités éducatives parce que souvent, c'est quand même quelque chose qui nous a remonté, notamment sur les revues de projet. On est quand même souvent sur un public qui va de 0 à 14-15 ans en fait sur les cités éducatives. On a plus de mal à toucher tout justement et à monter. Alors, c'est pas toutes les cités éducatives, hein, bien sûr, mais du fait de la forme initiale de la Troïka notamment, voilà, la question du lycée notamment et des lycées qui sont autour et de les impliquer dans la cité éducative, bah, typiquement, ça va passer par voilà, la participation aussi à ce type de dispositif, voilà, de manière à créer sur les territoires voilà, d'aller plus loin et notamment d'élargir les publics, ce qui peut être quand même, il faut être réaliste, une difficulté sur un certain nombre de cités éducatives d'aller au-delà du public du collège. Donc voilà, donc c'est aussi notre objectif en vous présentant, voilà, en mettant un peu en avant en particulier cette offre. Voilà, donc je ne vois pas d'autres questions. Non, je n'en vois pas d'autres non plus, sachant que je vais vous mettre sur le chat l'adresse générique pour pouvoir nous contacter. Donc mon stage de troisième.
anct.gouv.fr. N'hésitez pas s'il y a des questions qui arrivent par la suite. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Mehdi. Eh bien, merci à tous. Et n'hésitez pas, voilà, s'il y a des questions qui arrivent par la suite, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Ok. Merci beaucoup, Mehdi. De toute façon, on est arrivé au bout, donc on va clore ce forum. Je vous remercie tous pour votre participation. Je vous souhaite un très bon début d'année de la part de toute l'équipe de la coordination nationale. Voilà, c'est un plaisir à chaque fois d'essayer de créer du lien, même à distance, parce qu'on ne peut pas vous rendre visite, notamment. Enfin, en tout cas, c'est complexe et c'est de manière assez partielle. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse éducative de manière générale pour toutes les questions. On vous remercie et puis on vous souhaite bon courage sur votre territoire et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, bon courage, au revoir.